Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Sachs, je suis votre animateur de ce webinaire qui est le deuxième webinaire de cette mini-série des 3 casquettes du manager. On avait fait le premier épisode fin avril. Et donc, premier focus dans les 3 casquettes du manager, aujourd'hui sur la casquette de boss. On va donc avoir 3 quarts d'heure de webinaire et puis un quart d'heure de questions-réponses. Je vous propose de vous présenter GRESO, avec qui on a préparé ce webinaire, qui est un organisme de formation, un cabinet de conseil et également une maison d'édition qui accompagne les professionnels du secteur privé et public sur les sujets RH, retraite et management, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Donc moi, j'accompagne les entreprises dans leur transformation, sur des volets de stratégie, d'organisation, et puis de management vertical, transversal, pour essayer de faire réussir les équipes dans leurs projets et de réussir les changements. Et puis, je suis également entrepreneur. Depuis 2019, j'ai lancé une boîte dans le secteur du luxe. Le sommaire qui nous intéresse aujourd'hui pour la casquette de boss, c'est vous voir un peu clarifier qu'est-ce qu'on entend par cette casquette de boss. C'est un terme qui peut renvoyer un rôle controversé, avec des perceptions qui peuvent peut-être nous éloigner du sens profond de qu'est-ce qu'on attend de ce rôle dans le management. Qui est essentiel. Le deuxième temps sera consacré aux activités pour cette mission d'organisation et pour la mission de pilotage, qui sont celles du manager boss. Et puis, troisième temps, on va essayer peut-être de voir entre le trop et le pas assez, quelle est la juste place du boss. Il y a un certain nombre de pièges, d'écueils à éviter, et ça sera l'occasion de pouvoir vous proposer des pistes pour trouver ce juste équilibre. Pour commencer, justement sur ces représentations qu'on peut avoir du boss, si on regarde de façon un peu stéréotypée des figures de grands patrons, là en l'occurrence de la mafia, le boss, c'est celui évidemment qui a l'autorité, le pouvoir, qui décide de tout, qui concentre tout, qui est au sommet de la pyramide. Et lorsqu'on voit ces figures très paternalistes et viriles au cinéma, on voit que lorsqu'on est dans les stéréotypes, ça fonctionne aussi avec les femmes, notamment dans ce film où Meryl Streep incarne aussi un boss autoritaire avec tous les excès qu'on peut imaginer. Et dans la culture populaire, on retrouve des choses qui font écho aussi dans la vraie vie, avec Elon Musk, qui est aussi connu pour être un CEO. Là, pour le coup, c'est le grand boss d'un grand groupe, qui est lui aussi plutôt autoritaire, plutôt dans la concentration du pouvoir et peu dans la concertation des équipes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces stéréotypes de boss ont aussi un pendant, avec une manière peut-être aussi un peu plus originale de porter cette casquette de boss dans la culture, avec des personnes qui représentaient ce côté de boss avec une qualité de performance, de contrôle. James Brown était connu comme lui, c'est pas le parrain de la mafia, mais le parrain de la soul, qui gérait tout en cherchant à contrôler, notamment sur les tournées. Une manière de dévier un peu le sujet avec Diana Ross, qui chantait dans les années 70 la chanson de Boss, où là, le dictateur, le tyran, c'est l'amour. Avec une figure qu'on a surnommée, pour le coup, de Boss, Bruce Springsteen, qui lui incarnait une sorte de pouvoir, de puissance pour toute l'implication qu'il avait pour défendre des causes sociales, et aussi voilà, toute cette énergie, cette puissance qui peut renvoyer aussi au stéréotype de boss puissant, viriliste, masculin. Une autre manière de détourner dans la culture populaire, la série que vous connaissez sans doute, Madame est servie, qui en anglais s'appelle Who's the Boss, où là on a une inversion des rôles avec cette femme qui travaille et qui porte la maison, et au quotidien l'employé de maison qui est un homme. Et puis enfin, plus récemment, un peu en miroir à James Brown, où on a Beyoncé Knowles,
qui rappelle que le boss, c'est qui? Ben, c'est les femmes qui peuvent prendre le pouvoir et avoir tout à fait leur place en tant que leaders. Et là, en l'occurrence, dans le monde de la musique, ça fait plus de doute. Voilà, cette petite intro, c'est pour se rappeler qu'on a tous des représentations différentes du boss, et elles sont sans doute le produit de représentations qui, elles, sont nourries à la fois par la réalité qui nous entoure, mais aussi le cinéma. Et pour pouvoir réinscrire un petit peu plus clairement le sens de qu'est-ce que veut dire boss, ben, son origine, c'est dans le néerlandais, le terme baas, qui désigne le contremaître. Donc on voit l'origine de cette fonction et de cette supervision du travail qui petit à petit a infusé jusqu'aux États-Unis au XVIIe siècle. Et c'est depuis les États-Unis que c'est revenu en Europe, et en l'occurrence en France, avec toutes les acceptions qu'on peut avoir aujourd'hui dans ces usages modernes. Et ce qui peut faire aussi sourire, c'est que ce patron, ce contremaître, le boss, qui aujourd'hui a différents sens, a donné naissance au verbe bosser, qui n'est pas la traduction de faire le boss, c'est-à-dire il ne s'agit pas de diriger, mais au contraire de travailler pour un boss. Ce que je vous proposais, si vous voulez bien, c'est dans le chat de nous dire qu'est-ce que ça vous évoque, ce terme boss, au-delà du petit tour d'horizon qu'on a fait dans la culture populaire et sur l'étymologie du mot. Est-ce que vous voulez bien nous dire en un mot qu'est-ce que vous évoque le terme de boss, que ce soit sur des représentations positives ou négatives? Merci pour vos participations. Je vois que ça arrive. Priscilla, Laïla. Ah, est-ce que ça serait démodé, le boss? Le chef, le patron, le leader, sûr de soi, macho, l'autorité, la compétence. C'est vrai que plus récemment, on entend, faut demander au boss, dans le sens du sachant. Possible tyran. Ok, donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment des traductions qui sont connotations négatives et positives. C'est tout à fait juste, Hugues. Merci en tout cas pour vos participations, c'est chouette. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir, Nathalie avec C'est qui le boss, c'est de les organiser finalement, ces différentes acceptions du terme boss, et de se dire qu'aujourd'hui, on pourrait tout simplement organiser le terme boss autour de 4 notions, hein, l'autorité et le pouvoir. Et effectivement, on a tendance à utiliser de façon assez neutre, hein, le boss, c'est le chef, c'est le patron. Alors, ça peut être le grand boss qui est le boss de l'entreprise, le CEO, mais ça peut être bien sûr le manager. Alors, dans les représentations, les connotations plus péjoratives, hein, c'est pas le chef, c'est le petit chef. Et puis, si on est dans l'excès, c'est le dictateur. En tout cas, on peut se représenter le terme de boss comme un excès. Dans le volet de la supervision, hein, on est en ligne directe avec le sens de contremaître. Et bien là, ce qu'on attend du boss, hein, c'est d'être le pilote. Et c'est comme ça qu'on comprend cette notion. Et bien sûr, l'excès, hein, c'est quand on pilote de trop près, le micromanagement qui est derrière le dos constamment du collaborateur. Effectivement, c'est une représentation péjorative. Et quand on entend le mot boss, ça peut faire penser à ça. Sur le volet de la responsabilité, eh bien, c'est plutôt le capitaine qui est responsable du bateau, de l'épopée, qui fait le voyage avec l'équipe. Et le boss, parfois, la représentation qu'on en a, c'est que c'est un technocrate, il est dans sa tour d'ivoire, déconnecté du terrain, et il ne se rend pas compte des difficultés au quotidien pour pouvoir réaliser le travail avec la résistance du réel. Et puis, bien sûr, le boss, ça renvoie à l'organigramme, la stature hiérarchique. Dans notre monde de l'entreprise moderne, on fait souvent référence au N+1, et puis le N+X pour le grand boss, et puis évidemment avec le côté un peu péjoratif, il faut que je demande à mon supérieur, avec ce rôle de régulation et ce lien de subordination
qu'on va retrouver dans le management. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va évidemment essayer dans ce webinaire de vous montrer, démontrer et de clarifier en quoi la notion de boss dans le management, c'est fondamental et que cette casquette de boss, elle est tout à fait complémentaire et nécessaire aux casquettes de leader et de coach pour pouvoir réaliser pleinement la mission managériale. On va vous proposer dans le chat de répondre un peu comme les participants à ce sondage LinkedIn qui a interrogé plus de 2000 participants il y a quelques années déjà. Et la première question qui a été posée aux participants, c'est est-ce que vous attendez de votre manager qu'il vous aide à résoudre les difficultés rencontrées? 3 propositions, 29%, 68%, 89%. Je vous propose de jouer. Vous avez dans la fenêtre à droite normalement le sondage qui vous permettra de participer. Est-ce que vous attendez aussi que votre manager vous aide à résoudre les difficultés? Est-ce que c'est représentatif des 2000 personnes qui ont été interrogées? Est-ce qu'on a une tendance? Je suis accompagné de Kelly qui est là de l'équipe G-Réseau pour pouvoir aussi m'aider pour les activités de sondage ou pour les questions qu'on pourra regrouper tout à l'heure. Donc, vous avez plutôt voté pour le 68%, et donc vous êtes quand même très bon parce que c'est le bon chiffre, c'est le bon résultat de l'enquête. C'est bien 68% qui attendent du manager qui puisse résoudre. Ça ne dit pas que c'est exactement ce qu'on attend du manager. Est-ce que c'est lui qui doit résoudre les difficultés ou en tout cas donner les moyens aux collaborateurs de résoudre les difficultés? Mais c'est intéressant là aussi pour clarifier le sujet, quelles peuvent être les attentes et donc les représentations de la fonction managériale. Deuxième question, attendez-vous de votre manager qu'il gère le temps, le sien et celui de l'équipe? 3 chiffres, 3 propositions, 22%, 33% ou 45%. Je vous laisse participer, voter en cours. Alors évidemment, les questions qu'on a sélectionnées de cette enquête, elles sont bien autour de notre casquette de boss, mais c'est un sondage qui est bien plus global que sur ce volet-là. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Internet assez facilement. Je vous ai laissé la référence. Vous aurez d'ailleurs le document accessible à la fin de ce webinaire. Et donc là, vous avez proposé, allez, c'est un peu plus partagé. La bonne réponse, c'était 45%. Une attente de gestion du temps, et on peut imaginer derrière tirer le fil la gestion des priorités. Puis une dernière question, les attentes des collaborateurs, peut-être aussi les vôtres. Est-ce que vous attendez du manager qu'il prenne des décisions de manière décisive? 3 propositions, 41, 62 ou 78%. Question de l'autonomie et du pouvoir. Est-ce que c'est concentré dans les mains du manager? Est-ce que j'attends de sa part que ce soit lui qui les prenne? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai plutôt besoin de prendre mes décisions en autonomie? Et alors pour ce dernier sondage, 78%, vous êtes loin de la vérité, vous êtes au double de la vérité puisque c'était 41%. Donc finalement, on peut peut-être trouver ça étonnant, mais aujourd'hui, en tout cas en 2019, il n'y a pas forcément une grosse attente de prendre les décisions, et sans doute que c'est en lien avec ce besoin d'autonomie et de pouvoir prendre des décisions soi-même en tant que collaborateur. En tout cas, ça interroge sur les attendus et ces fameuses représentations. Alors, petite clarification, si vous voulez bien, sur ce qu'on attend du manager en général, avant ce focus sur la casquette coach, sur la casquette boss, pardon. La casquette coach viendra plus tard. On avait évidemment parlé et défini les contours dans cette équation managériale contemporaine. L'entreprise, avec ses collaborateurs, a besoin du manager pour pouvoir concilier la performance et le bien-être des équipes, pour atteindre du résultat
dans des bonnes conditions pour que les collaborateurs puissent bien sûr se développer en répondant à un certain nombre d'injonctions qui sont parfois complexes et paradoxales entre un cadre qui est posé et pouvoir trouver des marges de manœuvre, laisser de l'initiative aux collaborateurs, de pouvoir gérer le court terme et la pression du quotidien avec le plus long terme et les questions stratégiques, de pouvoir à la fois adresser les besoins et le pilotage collectif et le pilotage individuel, de pouvoir gérer la proximité et la distance, notamment avec le télétravail, et puis résoudre cette équation complexe entre développer l'employabilité, mais chercher malgré tout à fidéliser les collaborateurs et leur donner envie de rester au sein de l'entreprise. Et cette équation performance-bien-être, elle n'a pas toujours existé. Si on regarde l'évolution du management, il s'est fait au regard de l'évolution de la société, avec des contextes géopolitiques, socio-économiques. Et sur cette première tranche du XXe siècle, ère d'industrialisation, le rôle du manager, on attendait plutôt qu'il soit le contremaître. Donc c'est une partie du boss qu'on a pu voir notamment avec sa racine étymologique, avec une activité qui est vraiment concentrée sur la supervision du travail et puis une forte hiérarchie. Pour la deuxième tranche, entre les années 50 et années 80, à la sortie de la guerre, en période de reconstruction, on essaye de tout structurer et on est dans l'ère de la bureaucratie, sans doute avec ses excès. Et ce qu'on attend du manager, au-delà d'être le contremaître, c'est aussi d'être un gestionnaire structurant, en organisant le travail, en le planifiant. Et puis on voit que la continuité de l'industrialisation fait qu'il y aura nécessité, notamment dans l'industrie, de plus en plus planifier le travail. Dans les années 80, dans cette ère de mondialisation, où on doit faire face notamment à des crises économiques, on est quand même très axé performance. Et donc, c'est ce qu'on attend du manager, au-delà des deux premiers volets. Et on s'intéresse quand même beaucoup, peut-être parfois trop, au management par objectif, avec la culture des indicateurs qui, bien sûr, est nécessaire et qui a peut-être produit un certain nombre d'excès, notamment dans la phase suivante, à partir des années 2000, avec l'émergence de beaucoup de projets complexes, transverses, notamment digitaux. Et dans ce contexte de transformation continue, où on attend de ce manager qu'il puisse être aussi un leader et qu'il ait cette capacité à communiquer, à mobiliser les équipes pour les faire coopérer, notamment en transverse, lorsqu'on est entre plusieurs sites, plusieurs services et plusieurs entités pour faire réussir ces projets de transformation digitaux qui ont sans doute été dans la continuité de la fonction managériale, avec de nouveaux défis à partir des années 2010, et on en a eu l'illustration encore plus récemment lors de la crise de la Covid, de cette quête de sens, avec un monde très incertain, très complexe, où on demande aux managers aussi d'être un coach, d'être un facilitateur, de pouvoir développer l'autonomie du collaborateur et aussi de prendre en compte son individualité, ce sur-mesure. Alors pourquoi cette rétrospective du management à l'épreuve du temps? C'est pour dire que finalement, on est dans une fonction qui est incrémentale et que la casquette de boss, même s'il y a eu des excès, même s'il y a des représentations qui sont parfois péjoratives, les casquettes ne s'annulent pas, elles viennent se compléter. Je vous ai laissé dans le support un certain nombre de références, je ne vais pas rester sur cette slide longtemps, mais c'était juste pour vous montrer que aussi les préoccupations de ceux qui ont écrit sur le management sont assez raccords avec cette évolution du regard et des attendus de la fonction du management. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est la casquette de boss, avec cette mission d'organiser et piloter les activités de l'équipe pour donner le cadre du travail et pouvoir atteindre les résultats, en complément, bien sûr, des deux autres casquettes du leader et celle du coach, dont on reparlera dans d'autres webinaires. Donc, si on se concentre effectivement sur la casquette de boss, on a donc une première mission qui est autour d'organiser l'organisation. Donc, on attend du boss qu'il puisse fixer un cadre pour l'équipe, cadre de travail, et puis qu'il puisse structurer le travail, structurer les activités. Et une deuxième grande mission autour du pilotage, où le manager doit pouvoir superviser les activités. On est bien en ligne avec les attendus de la fonction managériale assez anciens, et puis de pouvoir prendre des décisions. Tout ça nécessite, bien sûr, de pouvoir développer des compétences pour pouvoir assumer ces différentes missions et les activités associées.
Premier focus sur fixer un cadre. En quoi ça consiste? C'est de pouvoir proposer des règles de fonctionnement. Il ne s'agit pas du règlement intérieur de l'entreprise, mais il s'agit des règles de fonctionnement de l'équipe. Et pourquoi pas, on disait que parfois il y a des projets transverses, de pouvoir aller au-delà pour pouvoir avoir un cadre qui soit sécurisant et rassurant avec des repères pour l'équipe. De pouvoir aussi proposer un cadre avec des rôles et responsabilités qui soient pour le coup bien définis pour éviter les flous de périmètre, et puis de pouvoir lancer des activités là aussi de façon sécurisée, et bien sûr cadrer des objectifs dont on va parler dans quelques instants. Sur le volet structuration, il y a l'organisation des activités, comment je vais dimensionner les activités par rapport aux objectifs qui me sont fixés, de pouvoir, une fois que je les ai déployés, de pouvoir aussi organiser, dimensionner les ressources par rapport aux attendus, et puis parfois aussi par rapport au réel, entre les absences ou la difficulté à recruter, et puis un sujet aussi de priorisation qui va nous permettre de faire entrer dans l'entonnoir du travail uniquement ce qui est prioritaire, et donc de ne pas structurer au-delà pour pouvoir mettre des contrastes dans les priorités des activités à mener. Sur le volet du pilotage, la supervision, qui renvoie à cette notion de contrôle, là aussi, qui est souvent perçue avec une forme négative, mais il ne s'agit évidemment pas de contrôler les gens, il s'agit de pouvoir superviser pour réguler les activités. Donc la mise en place d'indicateurs, c'est une activité bien propre du manager boss, de pouvoir mesurer les écarts lorsqu'on met un système en place avec des indicateurs, et dans cette fonction de pilotage, pouvoir mettre en place du reporting à la fois pour l'équipe, leur donner de la visibilité sur les efforts et les résultats qui sont produits, et bien sûr à soi-même sa propre direction. Sur le volet de la décision, de pouvoir analyser une situation avec un regard qui soit éclairé, et de pouvoir prendre des décisions en toute conscience, et puis de pouvoir mettre en place un système d'ajustement et d'amélioration, de pouvoir décider de ce qu'on va continuer de faire ou de ce qu'on va arrêter de faire, et puis de pouvoir arbitrer lorsque c'est nécessaire. On avait évoqué dans le précédent webinaire le cycle du management, qui permet finalement d'articuler l'ensemble de mes activités avec un début et une fin à un cycle. Et puis, comme on vient de l'évoquer, ces décisions sur qu'est-ce que je vais ajuster, que je vais améliorer, de pouvoir mettre cette fameuse cale avant de faire un second roue. Comme vous le voyez, on va activer les différentes casquettes pendant toute la durée du cycle de management. Et là, si on se concentre sur la casquette de boss, et dans un premier temps sur le volet organisé, on va donc avoir besoin, au démarrage de ce cycle, de fixer un cadre et de structurer. En l'occurrence, là vous voyez dans le tableau à plat, on a fait ressortir la casquette de boss, ces différentes activités pour la mission d'organisation. Là, à ce moment-là du cycle de management, c'est bien de définir les rôles, les responsabilités et les modes de fonctionnement, et ça va bien sûr mobiliser des compétences, des hard skills pour les compétences techniques, et puis des soft skills pour les trois types de compétences sociales, personnelles et méthodologiques. Et ce qu'on va vous proposer dans ce webinaire, c'était un peu la promesse, c'était quelques outils facilement applicables et que vous pouvez aussi dimensionner en fonction de vos besoins pour pouvoir assurer justement cette fonction de manager boss avec, dans le volet organisé pour fixer un cadre, c'est proposer des règles de fonctionnement. Moi, j'aime mieux utiliser le Starfish, étoile des mers en français, il s'appelle aussi le SSCC, qui est une activité qu'on peut tout à fait proposer aux collaborateurs pour définir des règles de fonctionnement dans l'équipe. En général, on ne part pas de nulle part, il y a un cycle, il y a un exercice qui s'est écoulé, et c'est de pouvoir les faire s'exprimer, et puis soi-même en tant que manager, de pouvoir faire émerger de quoi on a besoin pour que l'équipe fonctionne bien. Et c'est déjà commencer par faire le bilan de ce qui fonctionne bien justement, et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut continuer de faire? Et ça serait bien de se le dire et de le verrouiller, de le sécuriser. Alors par exemple, voilà, une proposition, ça pourrait être l'entraide en cas de surcharge. Ça c'est super, continuons de le faire, on se le dit. Et puis de reconnaître qu'il y a la clarté dans les décisions prises. C'est super, continuons de le faire, même si le contexte est difficile. S'il y a des choses qui manquent, ça sera l'occasion pour les collaborateurs et puis pour le manager de pouvoir les mettre sur la table et dire, tiens, ça serait bien qu'en fin de réunion, on prenne quand même un petit temps de synthèse plutôt que d'épurer le sujet jusqu'au bout
sans qu'il en reste rien et qu'on puisse pas se projeter dans la suite. Et puis, peut-être, ça serait bien qu'on commence à mettre en place du management visuel. Si un collaborateur l'a connu dans une précédente expérience, ben, il pourrait le proposer et dire, ben, tiens, ça serait chouette qu'on puisse mettre en place ce type d'activité comme le Kanban. Bah, s'il y a des choses qui sont assez délétères pour l'équipe, ben, c'est déjà de pouvoir l'exprimer et le boss va pouvoir dire, ben, oui, effectivement, si on a des réunions qui sont sans ordre du jour, que ce soit les miennes ou celles que vous, collaborateurs, vous organisez, ben, ça serait bien qu'on arrête de faire ces réunions-là tant qu'on n'a pas d'ordre du jour. Et peut-être que dans la culture aussi, peut-être moins technique, mais que dans notre fonctionnement, qu'on cesse, lorsqu'on parle d'échéance, de répondre que ben, c'est pour hier. Parce que c'est assez nul, ça n'a pas beaucoup de sens, ça ne permet pas de prendre en compte les contraintes et les exigences de chacun, et on pourrait peut-être s'en tenir au contraire à une prise en compte des réelles échéances et qu'il y ait un ajustement réciproque. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus ou en moins, ben peut-être, c'est super, on a commencé à faire du feedback, bon, peut-être qu'il est un peu creux et peut-être qu'on pourrait essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus honnête, un peu plus authentique, un peu plus constructif. Ce serait peut-être la deuxième étape maintenant qu'on a pris l'habitude de faire du feedback et de ne pas laisser en plan dans le silence nos collègues. Et puis peut-être qu'entre ces fameuses réunions, on avait réussi à mettre en place lors du dernier exercice en 5 minutes de tampon entre les réunions pour ne pas avoir les fameuses réunions qui sont de 14 à 15 et de 15 à 16 où on enchaîne sans pouvoir respirer, donc peut-être l'augmenter. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire moins? Ben, peut-être qu'on pourrait faire moins de mails, ça sera l'occasion de le mettre sur la table et peut-être trouver des solutions dans le système. Quand est-ce qu'on arrête d'envoyer des mails? Toute une sorte d'organisation, dans quel cas on envoie des mails? On a une multiplication des canaux de communication, donc, d'informations, donc peut-être un peu mieux les définir. Et puis, arrêter d'attendre que tout soit parfait avant de partager. Donc voilà le type d'activité qu'on peut proposer lorsque on essaye de proposer un cadre et de fixer un cadre. Tout l'intérêt, ça sera bien sûr de partir d'une hypothèse, de pouvoir la tester et de pouvoir ajuster ce mode de fonctionnement au fil de l'eau. Deuxième outil que j'avais évoqué dans le précédent webinaire et qui me paraît indispensable dans cette casquette de boss, c'est de pouvoir cadrer des objectifs pour les collaborateurs, puisque je vais devoir déployer la stratégie dans mon équipe. Et les critères de fixation, moi je vous propose, c'est pas le SMART, qui me paraît incomplet et parfois redondant, mais en tout cas, là, avec ces 4 lettres, on fait le tour de ce qui me semble essentiel dans le management. Pour la lettre P, on est dans un critère de fixation, de bien vérifier que lorsque je fixe un objectif avec mon collaborateur, hein, je précise bien avec, que je cherche à faire ressortir ou m'assurer de sa pertinence. Est-ce qu'il est bien en cohérence avec la stratégie, avec le contexte dans lequel on est, et est-ce que je révèle bien la contribution individuelle ou collective de celle de l'équipe à une finalité commune. Deuxième critère important d'accessibilité qui vient là interroger les conditions pour réussir. Est-ce que, en tant que manager, est-ce que l'entreprise, plus globalement, va permettre aux collaborateurs de réussir? Ça vient interroger les moyens, que ce soit techniques, financiers ou en ressources, ou en compétences, bien sûr, puisque il faut que ce soit en adéquation avec le niveau de développement du collaborateur. Et puis, ça vient interroger parfois une sorte de distension qui peut exister entre ma projection de ce que j'ambitionne pour le collaborateur ou pour l'équipe, ou ce que l'entreprise a décidé, si elle a décidé de faire x2 dans son chiffre d'affaires cette année, est-ce que c'est réaliste et est-ce que je ne vais pas au contraire mettre en difficulté mon collaborateur? Pour la partie mesure, on peut regrouper toutes sortes de mesures, que ce soit des indicateurs quanti, quali, et puis effectivement les indicateurs temporels sur les échéances. En tout cas, ça fait partie bien sûr des bonnes pratiques que la fixation d'objectifs intègre de la mesure pour de la clarté et puis pour pouvoir savoir comment on crante et comment on calibre l'objectif que l'on fixe. Enfin, c'est justement ce qui manque dans Smart, c'est le M de motivant. Est-ce que je révèle bien le sens et l'utilité du résultat attendu, notamment pour le collaborateur? Et puis, est-ce que je recherche l'engagement du collaborateur dans la fixation d'objectifs? Est-ce que je transfère la patate chaude en lui disant voilà ce qui est attendu aujourd'hui, il faut que tu fasses x2? Ou est-ce que je recherche au contraire à engager, interroger comment lui perçoit l'objectif qu'il va devoir porter
pendant cet exercice d'activité et quels sont les leviers activables de motivation que je vais pouvoir trouver autour du travail à réaliser. Bien sûr, le cadre, le suivi, l'accompagnement managérial que moi-même j'ai proposé, ça fait partie des conditions du PAC ou du PAM pour pouvoir m'assurer que je suis bien dans les clous lorsque je fixe des objectifs à mon équipe. Il y a bien sûr d'autres activités, mais pour rappel, c'est pas parce que je suis dans une casquette de boss que forcément je vais être dans un mode de management directif. C'est vrai que naturellement, on peut associer le mode de management directif à la casquette de boss, parce que évidemment, on est dans un objectif de cadrer et de réaliser ou faire réaliser les tâches, mais on peut absolument associer la casquette de boss à un mode plus participatif ou un mode collaboratif. Je vous invite à voir le replay, si vous voulez, du précédent webinaire qui détaillait davantage ces modes de management. Et là, l'idée, c'est de pouvoir croiser justement si je suis dans une fixation d'objectifs. Je peux être en mode 1 très directif en disant, voilà les objectifs, cette année, il faut faire x2. Je peux être dans un mode participatif où là, j'ai proposé au collaborateur ce x2 et lui demander ce qu'il en pense, ou commencer par lui demander ce qu'il en pense par rapport à ce que tu as fait l'année dernière. De quoi tu te sens capable cette année, comment tu te sens pour doser l'effort, est-ce que tu en as envie, est-ce qu'il y a des obstacles, des réticences a priori. Et puis, bien sûr, je peux être en mode 3 en disant, écoute, l'année dernière, c'était très satisfaisant, là, en toute autonomie, je te propose toi-même de cranter et de bien vérifier qu'on est en phase par rapport à ce que l'entreprise demande. Donc, il n'y a pas de nécessité de vouloir absolument associer la casquette de boss avec un mode directif, et ça vient un peu répondre à ce stéréotype de boss autoritaire qui décide tout, qui concentre la décision. On peut absolument porter ce cadre en ayant des modes de management qui vont s'adapter bien sûr au contexte et au niveau de maturité du collaborateur. J'ai rajouté le RACI qui est un des outils assez classiques de l'organisation et la structuration des activités, qui lui-même peut être fait en mode très directif où je décide qui doit faire quoi, ou utiliser les deux autres modes pour faire contribuer les collaborateurs et être davantage dans la co-construction. On avait donc parlé du cycle du management avec cette toute première phase d'organisation. On va retrouver le même principe dans la phase de pilotage et d'amélioration pour cette mission de piloter, dans laquelle le manager va superviser et décider des activités. Cet outil-là me paraît être un outil essentiel et assez efficace lorsqu'on a besoin de prendre des décisions. Si vous ne le connaissez pas, je vous propose de faire un petit peu le tour du fonctionnement de cette matrice. On utilise souvent les matrices en management. On fait rentrer une problématique dans ce tableau en partant du principe qu'il y a possiblement plusieurs options, plusieurs scénarios qu'on va sélectionner. Et puis, en abscisse, vous avez ici des critères, on va en définir. Là, je vous propose d'en définir 3 avec une notation de 1 faible à fort. Et on va aussi pouvoir distribuer, par exemple, c'est une des méthodes, 10 points de coefficient à chaque critère, parce que tout n'a pas la même importance, tout n'a pas le même poids. Et donc, ce coefficient permettra de faire ressortir l'importance de l'un des critères en le croisant aux différentes options. Si on prend un exemple pareil comme celui de réduction du temps de travail qui nous serait demandé par l'organisation, la première option serait peut-être une journée fixe imposée à tous. Deuxième option serait le choix qui est laissé aux collaborateurs avec la validation du manager. Et puis, option 3, une rotation collective hebdo par équipe qui permettrait de laisser les collaborateurs s'organiser. On va mettre des critères pour pouvoir comparer ces différentes options. Par exemple, l'acceptation sociale avec un fort coefficient. Et puis, comme il me reste 6 points, je mets 3 et 3 à la simplicité de gestion et la continuité de service. Je peux tout à fait le faire en mode 1 et moi-même attribuer les notes. Je peux proposer un atelier où on va réfléchir ensemble avec l'équipe pour attribuer les notes. Et puis, je peux aussi proposer aux collaborateurs de même faire ce travail et venir ensuite en arbitre valider le travail qui a été fait pour pouvoir aussi, moi, m'exprimer et être le garant des décisions qui seront prises. En tout cas, là aussi, je peux vraiment croiser les modes de management à la casquette de boss. L'exemple là paraît évident, voilà, qui fait ressortir peut-être une note plus forte sur l'option 1.
Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est celle-là qu'on va prendre. En tout cas, ça vient révéler ce qui est en jeu avec chaque option, avec chaque scénario, et de pouvoir dire de façon là aussi assumée et éclairée, ben, on va peut-être choisir l'option 2, c'est peut-être pas la meilleure d'un point de vue de l'analyse qu'on en a fait, mais on sait pourquoi on choisit cette option 2, ou au contraire, si on voulait choisir l'option 1, on aura de quoi expliquer, et c'est pas du tout incompatible, bien au contraire, avec la casquette de boss, de pouvoir expliquer les décisions qu'on prend, notamment dans l'urgence, qui ferait qu'on n'aurait pas les moyens de pouvoir laisser le choix ou d'être dans un système de rotation si c'était trop complexe. Donc, l'idée, c'est de se dire que oui, ce n'est pas facile, c'est un rôle qui est exigeant, on va devoir trouver cet équilibre entre proposer un cadre de sécurité, de pouvoir trouver la juste dose de contrôle, pouvoir aussi construire de la confiance, ne pas être ni dans l'abus ni dans la confiance aveugle, et d'être dans le juste niveau de responsabilisation. Et donc pour cette dernière partie, ça me semblait intéressant parce que vous avez sans doute rencontré ces situations. En tout cas, moi, en tant que manager et puis en tant que consultant, je les ai rencontrées. Il y a un certain nombre d'excès. Le micromanagement, ça existe. Les managers qui font pas confiance à leurs collaborateurs en distanciel et en présentiel, ça existe. Et effectivement, veiller à cet excès, de pas être dans un excès de contrôle. L'obsession du résultat, les KPI, on a bien vu que voilà, cette culture du management par objectif, ça peut être excessif et ça peut oublier notamment la notion d'effort qui est produite et qui n'est pas toujours récompensée par du résultat. L'excès de rigidité dans le fonctionnement ou dans les processus qu'on propose ou dans les procédures, ben, évidemment, c'est le piège du boss. Comme la délégation absente parce que je veux tout contrôler, tout garder pour moi parce que je fais mieux que tout le monde, ou les fausses délégations où tout ce qui a de la valeur ajoutée, je le garde et je me décharge uniquement de ce qui me désintéresse ou ce qui me pèse. Et puis, bien sûr, cette habitude de prendre les décisions solo. Donc, on voit bien que même si c'est caricatural, ça correspond quand même à des comportements qu'on rencontre en entreprise. Bien sûr, dans le pas assez, ça serait l'évitement. Le manager qui laisse faire, qui probablement éviter les conflits, cette culture de flou où finalement on n'est pas très exigeant. Moi, j'ai rencontré des clients qui, pour avoir un petit peu la paix, validaient les objectifs, même qu'on était à 70% ou à 50% d'atteinte de l'objectif, pour pas avoir de problèmes et de tensions sociales. On comprend la difficulté de faire face à ces tensions sociales, mais on n'est plus dans la casquette de boss et l'idée c'est de pouvoir renforcer le manager pour qu'il puisse à la fois être dans ce cadrage d'atteindre des objectifs, mais aussi dans le reste si jamais il y avait de la difficulté pour les collaborateurs. L'absence de cadre et de repères, ce qu'on proposait tout à l'heure avec les règles de fonctionnement, ça permet d'avoir un précédent qui sera une sorte de rappel le jour où il y a des hors-jeux pour dire on s'était engagé, on avait co-construit des règles de fonctionnement, il y a un cadre, on peut s'y référer. Et puis, les délégations floues, on ne veut pas trop mettre en difficulté le collaborateur, mais du coup, on ne cadre pas suffisamment la délégation et on ne l'accompagne pas. Peut-être qu'on pourrait même la contractualiser pour aussi sécuriser le collaborateur. Et puis, l'inverse des décisions solo, d'éviter les arbitrages et de laisser dans le flou. Et comme on le voyait dans le sondage, c'est quand même une forte attente que le manager prenne des décisions, même si aujourd'hui, le collaborateur a besoin d'autonomie et de décider aussi par et pour lui-même. Deuxième type de piège dans le trop, c'est les abus. Évidemment, l'excès peut mener à l'abus avec le tyran, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le chat, l'imposition brutale sans explication, bien sûr. Le boss, lorsqu'il a recours au mode 1, il est dans l'indication, il cherche à faire réaliser les choses, parfois dans le mode ferme jusqu'à l'imposition, mais ça s'explique. Et ça s'explique en tout cas aux collaborateurs, à l'équipe, avec de la pédagogie. L'abus aussi, c'est le paternalisme, cette recherche un peu de domination ou d'infantiliser les équipes. Et puis, comme on disait, ce boss expert, il faut demander au boss, c'est lui qui sait tout parce qu'il a un rang hiérarchique qui lui donne de l'autorité. Donc ça, c'est évidemment un excès, de pouvoir au contraire s'appuyer sur l'expertise et de faire monter en expertise les collaborateurs et pas d'avoir des vues arbitraires. Sur le volet pas assez, ça sera les tabous, et ça aussi, je rencontre des entreprises qui ont du mal, notamment à prononcer le mot boss,
ou à mettre en place tout ce qui est en lien avec le MOBOS, c'est-à-dire que on ne va pas vouloir imposer parce que par principe, on trouve que l'autorité, c'est mal, et puis il vaut mieux être bienveillant, et puis il vaut mieux laisser le collaborateur s'exprimer. C'est bien sûr important, mais ça suffit pas. Et ce rejet de l'autorité par principe, il peut vraiment être délétère dans les organisations. Et bien sûr, puisqu'on est sur une notion d'équilibre, ça veut dire de ne pas complètement démissionner de ce rôle cadrant de boss. L'absence d'affirmation, à la fois pour le courage managérial et pour l'exemplarité, c'est toujours bien de montrer qu'en tant que manager, on peut assumer ce qu'on pense, bien sûr en trouvant la forme pour le dire. L'une des tactiques aussi de se passer, c'est de s'effacer ou d'essayer cette fusion relationnelle de copinage, notamment quand je manage mes anciens collègues. Donc c'est difficile de trouver ce juste équilibre, mais en tout cas, il faut mettre le doigt dessus pour essayer de ne pas tomber dans ces travers-là. Et puis le doute permanent, on comprend qu'il y en est. Manager, c'est complexe, et on l'a vu avec ces injonctions notamment contradictoires que l'équation est difficile, mais c'est se mouiller. Et plutôt que d'être dans le rapport à la faute qui fait plutôt référence au hors-jeu, le droit à l'erreur pour soi en tant que manager et aussi pour les collaborateurs, qui favorisera forcément de la tolérance, de la confiance et puis de l'initiative. Ce qu'on peut aussi visualiser, et je vous propose pourquoi pas de le faire à l'issue de ce webinaire si ça vous intéresse, c'est de vous poser la question où est-ce que j'en suis moi dans ma pratique des casquettes du manager. Là, on a vu un peu plus en détail celle de boss, mais est-ce que je suis dans l'excès du boss, ou est-ce que j'évite plutôt de porter cette casquette et je suis davantage dans l'une ou les deux autres casquettes? L'autre auto-diagnostic que je peux vous proposer, qui peut être intéressant pour une prise de recul, et déjouer ces fameux pièges, c'est est-ce que j'ai tendance à associer systématiquement et de façon un petit peu monolithique ma casquette de boss avec le mode de management 1 directif, ou est-ce que je suis en capacité de varier les plaisirs? Alors, les solutions en synthèse de ce webinaire, c'est pour pouvoir concilier performance et bien-être, je porte ma casquette de boss et j'essaye déjà d'assumer pleinement le rôle et les responsabilités associées du boss. Donc, on a vu, il y a des missions d'organisation et de pilotage, il y a du travail à faire, le manager boss. Donc, il bosse en cadrant, en structurant, en cherchant à superviser et réguler et à arbitrer. La deuxième piste de solution pour trouver ce juste équilibre, c'est d'articuler la casquette boss avec les trois modes de management et donc d'adapter le combo aux situations. Il n'y a pas de vérité absolue, et donc d'analyser de façon assez simple et efficace pour pouvoir être réactif quel est le contexte, quelle est la maturité de mon équipe entre motivation et compétences, et puis la temporalité par rapport à la pression des échéances. Et puis enfin, une troisième piste, c'est avoir conscience de ses propres biais, de ses fonctionnements internes, peut-être des expériences passées qui ont un peu modelé notre rapport à l'autorité, aux figures de management qu'on a connues, ou qui nous alimentent aussi, comme on l'a vu au début du webinaire, et desquelles faut peut-être prendre un peu de recul pour pouvoir trouver cet équilibre entre un cadre sécurisant, la juste dose de contrôle et de confiance qui se construisent dans le temps. Bien sûr, quand on parle de contrôle, une fois de plus, on est un peu dans le check du PDCA, donc c'est de pouvoir bien mesurer, réguler, et derrière de pouvoir prendre les décisions, et puis la juste dose de responsabilisation pour pas concentrer par principe toute l'autorité dans la casquette de boss. Voilà pour ce que je voulais vous proposer sur le sujet de la casquette de boss, qui est un sujet, moi, en tout cas, qui me plaît en tant que manager et puis en tant que consultant formateur, justement parce que je sais qu'il y a un peu de pollution, de parasites autour de nos représentations, et il y a pas mal de choses sympas à faire, et elles s'articulent, elles se couplent très bien, à la fois avec les autres casquettes et puis avec ces trois modes de management. Pour terminer, William Edward Deming, que j'aime bien citer, et un petit clin d'œil à Olivier Delorme, qui est un peu mon binôme sur les sujets managériaux, puisqu'on essaye de réfléchir et d'avancer pour proposer aussi des solutions à nos clients. La plupart des problèmes et des leviers d'amélioration relèvent environ à 94% du système
et seulement à 6% des cas particuliers. Donc, selon son expérience, c'est plutôt le système qui permettra de donner ce cadre sécurisant de confiance et d'efficacité. Et puis, traduit de façon peut-être un peu plus simple, le rôle du management, c'est d'améliorer les processus et pas de contrôler les personnes. En tout cas, moi, je suis assez en phase avec cette vision et je voulais vous partager ça. Avant le temps de questions, puisqu'il nous reste 15 minutes, c'est rendez-vous au 9 juillet si vous avez envie de découvrir davantage sur le deuxième épisode de notre mini-série, le manager leader. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé, peut-être permis cette prise de recul qu'on a évoquée. Et puis, je sais que Kelly a essayé de regrouper les questions qui ont pu, ou les commentaires, remarques que vous avez pu proposer. Et je vous invite donc à nous les poser. Et voilà, je vais essayer d'y répondre pendant les 15 minutes qui nous restent. Merci beaucoup. Merci pour les commentaires. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Cécile, Sandrine, Justine, Mina, Béatrice. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je suis à votre disposition pendant les 15 minutes qui viennent. Kelly me dit pas de questions. N'hésitez pas. Ce que je peux vous dire entre-temps, c'est que, bien justement, j'ai cité Olivier, avec qui on a écrit ce bouquin de boîte à outils. C'est pratico-pratique. Comment on peut concilier performance et plaisir au travail, des fiches outils pour les managers, avec un peu comme les livres dont vous êtes le héros, des situations, je vais à la page qui pourraient me permettre de trouver une solution à une situation, et puis avec des liens aussi entre les différents outils. Et puis pour la bibliographie, dans le PDF, vous avez les références que je vous ai montrées sur la frise chronologique du management. Alors, dans les questions, le replay, oui, bien sûr, sera disponible. Merci Hubert. Est-ce que l'IA va impacter? C'est un large sujet. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un webinaire à part entière. En tout cas, oui, et ça peut impacter en positif. Il y a des outils, notamment pour pouvoir structurer les activités, pour pouvoir analyser de la donnée et donc prendre ces décisions qui sont tout à fait en ligne avec la casquette de coach et ce qu'on peut en attendre. Et à cet égard, l'IA peut nous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors, merci Kelly d'avoir mis les favoris. L'idée n'est pas de contrôler les personnes, mais de faire respecter les process. Le cas contraire, que devrait faire un manager, changer de personne, sanctionner. Alors, bien sûr, ça fait partie des décisions à prendre. On n'a pas pu faire un focus en 3/4 d'heure sur l'entièreté des décisions et la nature des décisions, mais vous avez tout à fait raison, Julien. L'idée, c'est aussi, puisqu'on a mis des cadres avec des règles du jeu, quand la balle sort du court, l'arbitre dit que c'est faute, on rejoue le point, et puis si le joueur commence à s'énerver et à insulter tout le monde, il perd au moins un jeu, voire le match. Donc bien sûr que ça fait partie dans l'arbitrage de devoir, de pouvoir sanctionner, en tout cas de construire la route pour, même si bien sûr il y a plusieurs pistes. Avant la sanction, il y a bien sûr des temps d'échange, on pourra en reparler dans la casquette coach, mais ça fait bien sûr partie de la palette du manager boss. Les 3 modes de management, oui, bien sûr, je peux même rembobiner la slide qui rappelle les 3 modes de management. C'est vrai, je suis allé vite, mais vous retrouvez le détail, un peu plus détaillé en tout cas, dans le précédent replay des 3 casquettes du manager. Management directif, là, il n'y a pas de fonctionnement dans la réciprocité, puisqu'il s'agit d'indiquer, de superviser, donc on a un fonctionnement univoque, en tout cas unidirectionnel, alors que dans le mode participatif, ce qu'on va essayer de mettre en place, ce sont des échanges, de faire participer les collaborateurs entre eux, mais aussi avec le manager, pour pouvoir permettre un ajustement et une co-construction possible dans laquelle le manager n'est pas forcément au centre de tous les échanges, mais il les articule, il les coordonne, il les anime, il les facilite pour arriver à une régulation participative. Et puis, le mode de l'autonomie, le mode 3, c'est le mode dans lequel on va chercher à développer l'autonomie du collaborateur, de lui faire prendre des initiatives, sans doute parce qu'il a un niveau de compétence et de motivation suffisant pour pouvoir s'impliquer, pouvoir aussi trouver de l'épanouissement dans ce qu'il fait. Et en général, ces 3 modes de management sont complémentaires.
Et on imagine bien que des échanges en mode 2 pas cadrés avec un peu de mode 1, bah, ça partira dans tous les sens, ça ne sera pas forcément constructif. Et puis on peut imaginer que le mode 3 est quand même un aboutissement d'un accompagnement qui s'est fait avec des modalités d'action. Moi, je préfère le terme mode de management à style. On n'est pas dans une posture, on n'est pas dans paraître quelque chose, on n'est pas uniquement dans un comportement, on est aussi dans des actions très pratiques, dans des techniques, des pratiques managériales. L'outil PAM, possible d'y ajouter le E pour écologique, pour soi, collaborateur et environnement. Ouais, pourquoi pas, c'est un modèle. Moi, ce que je vous propose, ce ne sont pas ni des tables de la loi, ni des règles mathématiques. C'est plutôt voilà, d'expérience. On a essayé de compiler, de formaliser des outils avec Olivier. Et en l'occurrence, piocher dedans, voilà, si vous les appropriez, moi en tout cas, j'en serais ravi. Et si le E écologique pour soi ou pour prendre en compte des dimensions plus RSE vous paraît pertinent, bien sûr, faites-le. Le management séduit de moins en moins les jeunes, oui, c'est un vrai sujet. J'hésitais un peu à revenir dessus dans ce webinaire, mais finalement, je pense que ça sera davantage dans l'un des prochains, puisqu'on a le manager leader qui va suivre début juillet, et puis on aura à la rentrée celui du coach et un dernier webinaire sur cette mini-série sur les compétences transversales du manager. Donc, on vous communiquera les dates sur le site Webikio dès qu'on aura pu les caler. Mais effectivement, c'est un vrai sujet et je pense que, en tout cas, je pense humblement que l'une des manières de donner envie aux plus jeunes collaborateurs d'accepter la fonction managériale, ça repose sur deux choses. La première, c'est de les accompagner, de les professionnaliser dans la fonction managériale et pas de chercher à les récompenser parce qu'ils ont été bons techniquement. On peut les récompenser déjà d'autres manières. Alors, je dis techniquement ou sur le métier, sur les opérations. Déjà, est-ce qu'ils ont le profil ou est-ce qu'ils ont l'envie? C'est la première question. Et donc, comment je les accompagne dans la prise de fonction et dans le développement des compétences. Si je ne le fais pas ici dans l'entreprise, j'ai l'habitude de ne pas le faire, c'est sûr que ça ne donne pas envie. Et puis, comment susciter l'envie? C'est aussi en étant exemplaire, en cherchant soi-même à progresser dans le management, à essayer des choses, à le dire de façon assez transparente. Voilà, je suis allé en formation, j'essaye des choses, je les essaye avec vous. J'attends aussi votre feedback, j'attends aussi de voir le feedback des résultats eux-mêmes sur comment ça fonctionne. Est-ce que les règles du jeu nous aident à mieux fonctionner et à éviter diminuer les hors-jeux, etc. Donc vraiment, je pense que pour les séduire, c'est peut-être leur donner l'exemple que le management, c'est un métier à part entière qui mérite de la professionnalisation et puis aussi leur donner envie en montrant, regardez, ça peut être sympa, même si c'est pas simple, même s'il y a de la pression, c'est délicat, c'est exigeant, ça mérite de l'ajustement, du sur-mesure, hein, c'est coûteux le sur-mesure, mais c'est une belle aventure humaine et de pouvoir faire grandir les collaborateurs et de pouvoir voir qu'ils s'épanouissent dans le travail, ou en tout cas qu'ils trouvent de l'épanouissement dans le travail et de pouvoir répondre aux attentes de l'organisation sur le travail qu'il y a à faire, c'est plutôt chouette. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment de la motivation à trouver là-dedans et à transmettre aux plus jeunes. Peut-on fonctionner sans boss? J'ai envie de vous poser la question pourquoi? Pourquoi on aurait besoin de fonctionner sans boss? Mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de raison de fonctionner sans boss. C'est comme si on disait, est-ce qu'on peut avancer sur une jambe? Sans doute avec des béquilles, mais si on a la possibilité d'avoir les deux, pourquoi se priver de la deuxième jambe? Là, en l'occurrence, il y en a trois, puisque c'est ces trois rôles, et ces trois rôles qui sont induits dans la fonction. Parce que si on revient sur ce que j'ai essayé d'expliciter sur les missions et les activités à mener, est-ce qu'on peut se passer du boss, ne pas mesurer ou mettre en place un système de mesure et de régulation des activités? Je trouve qu'on se tire un peu une balle dans le pied. Si on ne définit pas les rôles clairement et qu'on dit l'équipe va être autonome et va définir ses rôles clairement, ça peut éventuellement fonctionner dans une équipe mature qui a une maîtrise des activités, mais imaginez que même dans ce cas-là, il y a des nouvelles activités parce que le contexte change. Tout à l'heure, je crois que c'était Julien peut-être qui a évoqué l'IA. Oui, ça pose de nouvelles questions et il faut peut-être un arbitre, un boss pour remettre un peu de cadre. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir se priver du boss. Et si la raison de vouloir se
se passer du boss, c'est que ça me renvoie à une figure autoritaire, méchante, paternaliste. Je pense que le problème est la représentation et pas la casquette. Parce que je pense que dans ce qu'on vous propose là, dans les différentes casquettes et les différentes activités liées aux missions, il n'y a rien qui ressemble à Marlon Brando, Meryl Streep et pas beaucoup à Elon Musk. Dans les favoris, l'idée, merci Kelly pour le ménage, je vois les dernières questions, l'idée n'est pas de contrôler les personnes, mais de faire respecter les process, les cas contraires, changer. Ah pardon, celle-là on l'a eu, sanctionné, c'était Julien. Je partage le questionnement plus haut. Comment s'auto-diagnostiquer honnêtement en conscience et en responsabilité? C'est une super question, je n'avais pas vu la précédente. J'ai envie de dire qu'avant le comment, il y a déjà le quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, je reviens sur les pages d'autodiagnostic, je peux me demander qu'est-ce que je fais au quotidien, hein, c'est ça, interroger le quoi. De façon très pratico-pratique, toutes les semaines, qu'est-ce que je fais dans mes activités en tant que manager? Est-ce que je mène des activités de boss? Est-ce que j'ai passé du temps cette année à cadrer les activités, à structurer, à bien fixer, formuler les objectifs de façon méthodique? Est-ce que j'ai essayé de définir les rôles et responsabilités? Est-ce que j'ai passé du temps à structurer et à adapter les activités par rapport aux orientations stratégiques, etc. Donc là, on était sur la partie organisée, puis sur la partie pilotage, pareil. Est-ce que j'ai mis un dispositif de pilotage? Est-ce que je fais des tableaux de bord synthétiques sur comment avancent les activités? On verra dans la casquette leader, je les partage, je les anime. Et puis voilà, est-ce que j'ai passé du temps à analyser des situations au regard de certains critères pour pouvoir prendre des décisions? Finalement, l'autodiagnostic va vous permettre de révéler de façon honnête et finalement très pragmatique qu'est-ce que vous avez mis en place. Pour ce qui est des modes de management, là aussi, je pense que dans l'autodiagnostic, vous pouvez passer en revue peut-être, c'est peut-être un peu plus abstrait, mais et vous demander quelles ont été mes modalités d'action. Est-ce que j'ai tendance plutôt à décider tout seul, à céder au caractère d'urgence pour tout et pas uniquement aux réelles priorités, et donc je me cache derrière cette pression des échéances pour prendre les décisions tout seul, plutôt que de laisser de l'autonomie aux collaborateurs? Est-ce que j'ai délimité, proposé du temps et délimité des modalités d'échange, d'ateliers participatifs avec les collaborateurs? Donc tout ça, je pense que revoyez votre agenda de l'année dans Outlook ou juste passer en revue ce que vous avez fait, ça vous permettra de faire un diagnostic. Ensuite, il y a des diagnostics qu'on peut faire de façon un peu plus technique par rapport à des pratiques où là, vous allez pouvoir vous autodiagnostiquer justement sur les différentes activités et la mise en place de méthodes, d'outils. Et puis, il y a l'autre type de diagnostic, soit en mode sparring partner, en demandant à quelqu'un, là on n'est plus dans l'autodiagnostic, mais de vous tendre le miroir. Et puis, il y a des consultants, coachs qui font des accompagnements qui le font très bien. Moi, c'est le type d'activité aussi que je fais. Et l'idée, c'est aussi de tendre un miroir, mais je pense que soi-même, on peut se le tendre et faire la rétrospective de ce qu'on a mis en place pour avoir un petit regard, on va dire, juste et un pas de côté sur nos pratiques en management. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, en tout cas à la dernière, Sandrine. Je vous remercie. Il est l'heure quasiment de vous souhaiter une bonne semaine et puis de vous donner rendez-vous pour notre prochain webinaire de la mini-série Les 3 casquettes du manager, le manager leader. Ce sera le 9 juillet. Merci à tous et puis bonne continuation et peut-être à bientôt. Au plaisir. Merci beaucoup.